Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Une djihadiste d'origine sénégalaise se fait exploser en Libye. Elle a déclenché sa ceinture d'explosifs pour échapper à une patrouille de milices dans la région de Sabrata. Le front social tendu avec les grèves dans plusieurs secteurs au tribunal de Dakar. Aucun papier n'est délivré ce mercredi avec le mouvement d'humeur du Sud-Gis. Le SAES a marché dans les 5 campus du Sénégal. Youssou Touré, la démission, puis volte-face. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation serait-il maître dans l'art du rétropédalage? Élément de réponse dans ce journal. Référendum du 20 mars en non-sens selon Maître Aïssata Tall Sall. Le maire de Podor qui va voter non soutient que l'appel au dialogue n'est plus pertinent. Salon international de l'agriculture de Paris, le fognon, le mourac et le pain de singe roi dans les stands. Les exposants sénégalais se frottent les mains. La tannerie, un secteur qui agonise dans la banlieue dakaroise. Droit bafoué, absence de couverture médicale. Les tanneuses souffrent le martyre. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Attentat terroriste en Libye. Une djihadiste d'origine sénégalaise s'est faite exploser. Elle a déclenché sa ceinture d'explosifs pour échapper à une patrouille de milices. L'opération s'est produite dans la région de Sabrata où les attentats suicides impliquant des femmes sont interdits. Une méthode qui fait déjà penser aux stratégies du Boko Haram. C'est un récit signé Daniel Diouf. Ce sont les services de renseignement américains qui ont lancé l'alerte citée par le journal italien Corriere della Sera. Une kamikaze d'origine sénégalaise qui s'est fait exploser à Sabrata en Libye. Selon le journal, la jeune femme craignait d'être capturée par une patrouille de la milice de la coalition dénommée Fajr Libya. Chose inquiétante dans cette affaire, l'attentat a été commis par une femme alors que dans la région où s'est produite l'explosion, l'émir du groupe État islamique avait formellement interdit les opérations suicides impliquant des femmes. De plus, cette opération fait craindre une escalade de type Boko Haram, organisation djihadiste connue pour utiliser des femmes dans des attentats. Selon les mêmes sources, une trentaine de djihadistes sénégalais, dont certains installés avec leurs familles, combattraient dans des groupes islamistes en Libye. Au moins 2 djihadistes sénégalais connus, dont Zaïd Ba, auraient trouvé la mort dans des combats. Certains de ces islamistes se sont fait connaître dans les réseaux sociaux, à l'image de l'ancien peintre Abdourahmane Mendy et Sadio Gassama, anciens étudiants à la faculté de médecine de Dakar. Nous allons parler de toute autre chose à présent avec la grève du Sud-Gis, le mouvement d'humeur bien suivi au service annexe du tribunal de Dakar. Aucun papier n'est délivré ce mercredi. Venus déposer ou récupérer des documents, de nombreuses personnes ont dû rebrousser chemin. Interrogés par Maïmouna Ndiaye et Moudou Diop, ils disent regretter la lenteur des autorités qui, selon eux, tardent à prendre des décisions. Reportage. 2 portes côte à côte fermées, casiers judiciaires et certificats de nationalité ne seront pas délivrés, encore moins déposés ce mercredi. Les heures de la colère ont bien porté leurs fruits. Babacar se désole. Je suis là, mais je suis venu ici, mais par contre on m'a dit qu'ils sont en grève. Mais bon, on n'y peut rien. Je dois déposer des papiers avec ce casier. Ça dérange parce que faire tout ce trajet et venir ici. D'autres visiteurs comme Babacar, il y en a au service annexe du palais de justice de Dakar. Ils ont dit d'attendre jusqu'à demain. Et c'est quelque chose qu'on déplore franchement. Parce que imagine qu'on doit déposer un dossier qui est très urgent. Comment faire? Je viens de Pikine. Vous voyez tout ce trajet pour rien? Et je devrais déposer un dossier d'embauche. C'est très urgent. Cet usager, par contre, est un peu compréhensif. Moi, par contre, je suis venu pour récupérer mon casier judiciaire que j'avais déposé, mais je comprends parfaitement les travailleurs de la justice. C'est à l'État de trouver une solution, respecter le droit de ces agents.
La grève du syndicat des travailleurs de la justice prend fin ce mercredi. Pour la prochaine étape, le syndicat entend faire d'abord le bilan. Entre-temps, ces usagers vont devoir prendre leur mal en patience. Nous restons avec cette grève des travailleurs de la justice, des greffiers ad hoc à la place des éléments du site Just, une faute lourde selon le secrétaire général de l'organisation syndicale. Ayeboun Malik va plus loin et parle d'insécurité judiciaire. Je vous propose de l'écouter. Même si c'est prévu par la loi, c'est une insulte à l'institution judiciaire. Parce que si n'importe qui peut faire le job d'un greffier, ça veut dire au ricochet, le juge qui siège avec lui est n'importe qui aussi. Et par ricochet, la justice est n'importe quoi. Ça, c'est une insulte à la justice. Le recours à des greffiers ad hoc, c'est la plaie, c'est le cancer de la justice, c'est l'un des problèmes de la justice. Si la justice est malade, comme on le dit parfois, c'est qu'elle est malade aussi de ces problèmes de greffier ad hoc qui est une insécurité judiciaire. Aujourd'hui, toutes les décisions qui seront rendues ne seront pas rédigées par les greffiers et ne seront pas répertoriées. Ce qui est grave, un acte doit avoir une identité. Un acte est comme une personne. Il doit avoir une identité, c'est-à-dire un numéro et un jour. On doit l'enregistrer sur son acte, sur son registre d'état civil. Ces jugements n'auront aucune identité, ils feront l'effet en rade ici. Aucun greffier ne va la traiter. Je vous le disais également dans les titres, le SAES a marché sur l'ensemble des 5 campus universitaires du Sénégal en compagnie du Grand Cadre et du QSEMS. Pas de changement dans les revendications. Les syndicalistes réclament l'application des accords relatifs à la réforme des titres, à la prime académique et à la prise en charge sanitaire des enseignants. Je vous propose d'écouter Mamadou Lamine Diante, le coordonnateur du Grand Cadre. Ses propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Diafaraba. Les organisations syndicales des différents secteurs d'activité ont décidé de mettre en synergie leurs forces pour exiger la restauration de la dignité des travailleurs. Dans un élan unitaire, nous comptons mobiliser les travailleurs de tous les secteurs pour dérouler des plans d'action unitaires afin d'amener le gouvernement du Sénégal à honorer ses engagements. Cette dynamique d'action unitaire restera en vigueur tant que le gouvernement du Sénégal ne se résout pas à matérialiser l'ensemble des engagements pris avec les travailleurs de notre pays. On parle de consommation de drogue. En Afrique de l'Ouest, 12,4% de la population consomme du cannabis. Le cannabis reste la principale drogue à l'origine des demandes de traitement de la toxicomanie suivie par l'héroïne. L'Afrique de l'Ouest, une zone privilégiée de transit de drogue. Aïssatou Païfal, Mohamed Dian. Au Sénégal, particulièrement en Afrique de l'Ouest, le trafic de drogue augmente. L'Afrique reste une grande zone de transit de drogue comme la cocaïne, selon le rapport de l'organe international de contrôle des stupéfiants OICS. La situation reste préoccupante. Et la cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud transite principalement par l'Afrique de l'Ouest avant d'aller vers l'Europe. Dans un développement plus récent, l'Afrique de l'Ouest semble être devenue une source établie de méthamphétamine qui est trafiquée en Asie de l'Est et du Sud-Est via l'Afrique du Sud ou l'Europe. Malgré l'ampleur du phénomène, les traités internationaux relatifs au contrôle de drogue ne préconisent aucune guerre contre la drogue. L'objectif final, garantir la santé physique et morale de l'humanité, selon le coordonnateur. En ce temps de réflexion sur la politique en matière de drogue, l'OICS souligne dans son rapport qu'il faut trouver ce juste équilibre entre la mise à disposition de drogue à des fins médicales, comme le prévoient les traités internationaux relatifs au contrôle de drogue, et la réduction de l'offre illicite. La consommation de cannabis reste très élevée, en pôle position devant l'héroïne, les drogues synthétiques, quant à elles, de plus en plus présentes en Afrique. L'organe note qu'il y a une apparition de centres illicites de production et de distribution de drogues synthétiques en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Nigeria. Les autorités sénégalaises ont signalé d'importantes saisies de stimulants de type amphétamine sur le territoire, notamment une saisie de 30 kg de méthamphétamine
à Kidira en janvier 2015, suivi d'une autre saisie de 82 kilos en février 2015. Aucune statistique fiable n'a été divulguée au Sénégal. Cependant, le premier programme d'entretien à la méthadone donne des résultats satisfaisants depuis que le Sénégal a ouvert un centre intégré d'addiction à la drogue. Et puis on parle politique. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation et cadre de l'APR continue à faire parler de lui. Après l'annonce de sa démission du gouvernement hier mardi, Youssou Touré s'est finalement rétracté. Un retournement de situation qui intervient après son passage en direct dans une télévision de la place. Retour sur les événements, c'est avec Fatima Taba. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Youssou Touré, par ailleurs coordonnateur du réseau des enseignants de l'APR, a été au devant de la scène dans la soirée. Il a pris la décision de démissionner de son poste du gouvernement et de geler ses activités du parti avant de se rétracter. Un rétropédalage rapide qu'il a réalisé grâce à l'entregent de bonne volonté, notamment la première dame, Marième Faye Sall, et le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté. Selon certaines indiscrétions, il n'aurait pas accepté d'être accusé de détournement par certaines pontes de la République, ce qui lui a poussé à vouloir laver son honneur. Youssou Touré n'est pas son premier coup d'essai dans le rétropédalage. Secrétaire général de l'OIS d'alors, il avait jeté l'éponge en direct d'une télévision de la place, démissionnant ainsi de son poste d'enseignant. Il avait déclaré que tant que Khalidou Diallo serait ministre de l'Éducation nationale et Maître Abdoulaye Wade, président de la République, il ne se verrait plus enseigner. Après cela également, il était revenu sur sa décision. Youssou Touré n'est-il pas finalement un personnage atypique, réactionnaire, imprévisible et qui regrette rapidement ses actes? Là est la question. Donc de ce point de vue, je crois qu'il y a eu problème, il y a eu malentendu. Nous avons discuté, nous l'avons réglé et nous l'avons dépassé. Référendum du 20 mars, la coalition Benno Siggil Sénégal soutient l'organisation du scrutin et met en garde l'opposition. Oui, l'opposition en effet compte faire superviser le scrutin par 130 000 jeunes. Madior Diouf, porte-parole du jour, dit que c'est de la compétence de l'État du Sénégal. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Adi Attala et Thierno Laurent Mendy. Nous sommes vus et nous avons décidé, étant donné que le contenu du motif du référendum, la révision des institutions était connue, était publiée, nous nous sommes vus, nous avons analysé, nous avons décidé non seulement de voter oui, mais de faire voter massivement oui. Nous sommes d'accord, sans aucune exception, nous, Benno Siggil Sénégal, pour voter oui et faire voter massivement oui. Si chacun dit moment je vais venir sécuriser le scrutin, ça fait des ordres. 130 000 volontaires. Ça fait des ordres. Ça c'est des chiffres pour dans le cadre de la bataille politique, bataille de communication. Mais l'État est là avec les moyens de faire régner l'ordre. L'État doit assurer la sécurité du scrutin. Et puis Maître Aïssata Tall Sall vote non pour ce référendum et s'explique. Selon elle, ce référendum n'a plus de sens. Tout d'abord sur le plan de l'éthique, avec la promesse non tenue du chef de l'État, mais également sur le plan juridique, politique et social. L'édile de Podor estime que l'appel au dialogue lancé par Macky Sall n'est plus nécessaire. Pape Faraning et Younous Diatta. Le référendum du 20 mars n'a plus sa raison d'être, vu qu'il a été vidé de sa substance, la réduction du mandat en cours. Aïssata Tall Sall vote non pour 4 raisons. Bien évidemment que je vote et ferai appeler à voter non au référendum du 20 mars 2016. Et j'en donne les raisons. Les raisons, elles sont au nombre de 4. Il y a une raison éthique et morale, il y a une raison juridique, il y a une raison politique et il y a enfin une raison économique et sociale. De mon point de vue, ce référendum s'adosse à un reniement, celui du président de la République qui avait annoncé Urbi et Orbi qu'il ne ferait qu'un mandat de 5 ans. Et ça, c'était sa parole. Elle soutient que l'appel au dialogue n'est qu'une ruse du chef de l'État car il n'a plus de sens. Pourquoi le président ne l'a pas fait dès le départ? Pourquoi après avoir tout préparé, tout arrêté, tout ficelé,
Il veut que les gens se dialoguent. Ce n'est pas d'un dialogue qu'il s'agit, c'est d'un ralliement. Trop peu, trop tard et avec qui maintenant? Le maire de Podor estime que le Parti socialiste va harmoniser sa position sur ce référendum. J'imagine que les instances délibérantes, pas de décision, délibérantes de ce parti se réuniront avant le référendum pour que déjà on ait un débat interne et qu'on exprime nos positions à l'intérieur du parti. Maintenant, la majorité tranchera et puis c'est tout. Aïssata Tall Sall mène la campagne du non pour le référendum. Selon elle, le budget évalué près de 2 milliards pourrait contribuer à alléger les charges des collectivités locales qui font face à d'énormes difficultés. Et puis le traitement de l'information politique en cette période de pré-campagne, le CNRA tire la sonnette d'alarme. Selon l'organe de régulation, peu de supports respectent la règle de l'équité et de l'égalité dans le traitement de l'information. Le CNRA n'exclut pas de sanctionner certains médias. Je vous propose d'écouter Matar Sall, l'un des membres du CNRA. Ses propos sont recueillis par Adi Atala et Modou Diop. Le CNRA, effectivement, demande aux médias de veiller sur le respect des principes d'équité et d'équilibre. Dans le communiqué qu'on a sorti, qui est publié depuis hier, on a dit qu'aucun média ne respectait à ce jour donc vraiment les dispositions, n'est-ce pas? Et par conséquent, on a demandé, parce que c'est à partir donc de la diffusion du communiqué qu'on pourra demander aux médias de respecter. Et maintenant, comme vous le dites, s'il n'y a pas respect, à ce moment, le CNRA peut prendre vraiment les mesures en passant même par prononcer des sanctions contre les médias qui ne respectent pas les dispositions. Pour sa part, la TFM s'est tenue au respect des règles scrupuleuses de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information politique. Léa, nous parlons à présent du Salon international de l'agriculture à Paris. Le fognon, le mouraké, le pain de singe ont la côte. Sur place, les exposants sénégalais écoulent facilement leurs marchandises. Seul problème, la qualité des emballages qui laisserait à désirer. Reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Astoum Benchoub et Mor Kharma. C'est légèrement acidulé, c'est très doux et du naturel en plus. Ça me rappelle mon pays, sur un goût légèrement différent. Dégustation, puis séduction, quand les produits locaux sénégalais font le plaisir des étrangers, plaisir du palais et plaisir de satisfaire une certaine curiosité culinaire. C'est l'exotisme, donc j'essaie de goûter autre chose que je ne connais pas. Vous savez que la nourriture asiatique, par rapport à la nourriture africaine, beaucoup de ressemblances. Des ressemblances qui font aussi le plaisir des exposants. L'argent rentre petit à petit. Oui. Le mouraké, ça se vend bien. Le premier jour, tout est fini, presque. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment le fognon, le pain de singe. Ça passe. Ils ont dit que c'est bon. Les gesteurs aiment tous les produits qu'on importe ici. Nous faisons de bonne qualité, surtout la conservation. On le fait comme il le faut. Ça peut durer 1 an et demi. 1 an et demi. Des normes de qualité restent maintenant la mise en valeur. C'est un peu cher. Il faut qu'on voit ça. L'emballage, les produits, c'est bon. On n'en trouve pas au Sénégal. Si on peut nous aider sur les emballages, ça nous arrange. Solution, faire preuve de créativité. J'ai pris ma boîte de purée, j'ai amené ça chez un imprimeur, oui. Je lui ai expliqué, il m'a dit il va voir s'il pourra le faire. Bon, il a essayé, il a réussi. Le prix de l'effort, de la créativité, en attendant de grandes mesures de la part de nos autorités pour une bonne mise en valeur des produits nationaux. Astoum Benchoub, nous restons avec vous, avec le ministre de l'Agriculture du Sénégal qui dit comprendre la réaction des agriculteurs français qui expriment leur colère pour pousser leurs dirigeants à réagir. Une situation de crise qui, selon le ministre, ne risque pas de se produire au Sénégal. D'après Abdoulaye Seck, l'État fait tout son possible pour renforcer l'agriculture sénégalaise. Écoutons-le, ses propos sont recueillis toujours par Astoum Benchoub et Mor Kharma. Avoir peur de quoi? Vous savez, une agriculture, ce n'est pas quelque chose de très simple. Les problèmes agricoles se complexifient au quotidien. Et il peut arriver des zones de tension, c'est le cas aujourd'hui avec la crise de l'élevage en Europe de manière générale. Il est normal que les acteurs expriment leur mécontentement
parce que c'est une façon de pousser l'État à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions. Donc nous n'avons absolument peur de rien. Nous avons un peuple intelligent, le peuple du Sénégal. À chaque fois qu'il y aura des problèmes concernant notre agriculture, nous allons agréger nos intelligences et je suis sûr que l'agrégation des intelligences nous permettra d'avoir des solutions. Les assurances à l'emploi des travailleurs de Turéo. Toutes les dispositions vont être prises et ça d'ailleurs sont en train d'être prises pour avoir un tissu industriel extrêmement fort. Bon, l'État va reprendre la senior et nous allons tout faire pour que cet outil industriel vive, prospère au grand bonheur de l'économie rurale de notre pays. Retour à Dakar, je vous l'annonçais dans les titres, la tannerie mal en point dans la banlieue dakaroise. En effet, les tanneuses travaillent dans des conditions très difficiles et sans couverture médicale. La rédaction est partie à la découverte de la plus ancienne tannerie de la banlieue dakaroise. Et sur place, on valorise la peau animale. C'est ce qu'ont constaté nos reporters Salif Sow et Asmalik Diop. Bienvenue à Badjinar. Cette tannerie est la plus ancienne de la banlieue dakaroise. Créée en 1980 aux rives du lac Tchourour de Guédiawaye, ici est valorisée la peau de mouton, de la peau d'animal au cuir. C'est un long processus. Commencement buñ ko jëliyé séras ba indi ko dañ koy xoj ci dex gi suñ ko xojé ci dex gi bu fanané su xeyé ñu duggal ko ci lasso bi. Une fois la peau de mouton venue de Seras, nous la trempons dans le lac. Le produit est tiré de l'eau le lendemain matin. La deuxième étape consiste à mettre la peau d'animal dans le produit toxique. Cette fois-ci, il y reste 2 jours. Par la suite, nous enlevons les poils à l'aide d'objets tranchants. Pour finir, nous mettons du sel, puis laissons la peau de mouton sous le soleil jusqu'au lendemain. Au dur labeur sous le chaud soleil, ces femmes dotées d'un savoir-faire exceptionnel bravent chaleur, vent et insalubrité tous les jours. Entre elles et les produits chimiques, c'est un autre combat. Et pour rendre les choses plus compliquées, reptiles et autres bêtes envahissent fréquemment les lieux. Proches du lac, ces tanneuses risquent leur peau. Vous voyez, ce site manque de tout. Et nous, tanneuses, avons besoin de gants, de bottes, de masques, de casquettes. C'est pour nous protéger des produits toxiques que nous utilisons. Pas de tente, rien. Vous nous avez trouvés en train de se débrouiller sous le soleil. Nous devons être assistés. Des vies en danger au prix de la consommation locale. Elles s'abattent pour l'existence sur le marché de sacs, ceintures, chapeaux, vêtements et autres accessoires en cuir made in Sénégal. Toutefois, ce site manque de tout. Pas d'assainissement, ça saute à l'œil. Sa modernisation s'impose selon ses occupantes pessimistes pour leur avenir. Ce terrain est à nous. Maintenant, il faut nous aider à le valoriser. Nous voulons une tannerie moderne avec tout ce qui va avec les branchements sociaux et autres. Nous ne voulons que travailler dans de bonnes conditions. La tannerie artisanale agonise. Les tanneuses de Wakhinane Nimzatt, elles s'organisent pour sauver ça. L'actualité internationale nous mène tour à tour aux États-Unis, au Niger et au Ghana. Mais tout d'abord, direction le Mali, où une coalition de la société civile envisage de porter plainte contre le président Ibrahima Boubacar Keïta pour détournement. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Au Mali, ce sont des associations de la société civile qui ont décidé de déposer une plainte contre le chef de l'État. Elles l'accusent de malgouvernance et corruption. Les griefs qui lui sont encore reprochés, le refus de déclarer ses biens publiquement en détournement de plus de 28 milliards. Il concerne l'achat d'un avion présidentiel. Il lui est aussi reproché d'avoir dilapidé de l'argent public dans l'achat d'engrais et de tracteurs pour des paysans. La plainte a été déposée auprès de la Haute Cour de justice. La coalition entend dès la semaine prochaine lancer une pétition pour que les Maliens soutiennent cette initiative. Le bureau ghanéen des enquêtes nationales a arrêté un homme accusé d'avoir prédit la mort du président John Mahama. L'homme avait déclaré que le président Mahama allait mourir le jour de la fête de l'indépendance, le Ghana qui célèbre le 59e anniversaire de son indépendance le 6 mars prochain. Ancienne colonie de la Grande-Bretagne, ce pays d'Afrique de l'Ouest a obtenu son indépendance le 6 mars 1957.
Le 20 mars prochain se tiendra le second tour de la présidentielle au Niger. Pour la première fois, il opposera le sortant Mahamadou Issoufou à l'opposant Ama Amadou, toujours détenu dans sa prison de Filengue, à 180 km au nord de Niamey. La campagne pour le second tour de la présidentielle bat son plein depuis samedi. Un deuxième tour qui s'annonce inédit avec deux hommes qui étaient alliés en 2011. Cette année-là, Ama Amadou avait rallié le camp Issoufou à l'issue du premier tour. Aujourd'hui, candidat, Amadou est incarcéré dans le cadre d'une affaire controversée de trafic d'enfants, obligé donc de faire campagne depuis sa prison. Donald Trump et Hillary Clinton ont chacun remporté 7 États lors du Super Tuesday d'hier aux États-Unis. En face, Ted Cruz tente de rassembler les républicains, tandis que le démocrate Bernie Sanders, avec 4 États, ne perd pas espoir. Hillary Clinton et Donald Trump, les deux favoris, distancent leurs rivaux en nombre de délégués. Côté démocrate, Hillary Clinton remporte 7 États, dont la Géorgie, le Texas, l'Alabama, le Massachusetts, l'Arkansas, la Virginie et les Samoa américaines. Chez les républicains, Donald Trump s'impose aussi dans 7 États, dont l'Alabama, l'Arkansas, la Géorgie, le Tennessee, la Virginie et le Vermont. Seizième de finale de la Coupe de la Ligue, Teungueth FC est venu à bout de l'US Gorée, équipe de Ligue 1. Victoire 1-0, synonyme de qualification pour le club rufisquois, leader de la deuxième division. Je propose de suivre le compte-rendu du match signé Cheikh Sadibou Diarra, Younous Diatta et Cheikh Tidiane Dione. La hiérarchie n'a pas été respectée. Teungueth FC, leader de la Ligue 2, a sorti l'US Gorée, club de l'élite. 1-0. L'unique réalisation de la partie est l'œuvre du capitaine Aboubakrin Sall sur penalty. L'objectif, c'était de gagner ce match parce que ce n'est pas un match de championnat où il y a 3 éventualités. Donc on ne peut être que satisfait du résultat. Surtout que nous avons rencontré une bonne équipe de Gorée, donc, qui est en train de faire de bonnes choses au niveau de la Ligue 1. Mais le charme de ces compétitions de coupe, c'est toujours quand un club ou une équipe de division inférieure gagne une équipe de l'échelon supérieur. On a montré beaucoup de respect à l'adversaire. On a donné beaucoup de respect à l'adversaire parce que quoi qu'on puisse dire, Gorée est une bonne équipe. Teungueth FC en 8e de finale, mais demeure réaliste pour le reste de la compétition. Teungueth FC a eu à jouer une demi-finale de Coupe de la Ligue. Mais il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Est-ce qu'on va garder ce record pour l'instant comme repère? Mais l'objectif pour l'instant, c'est de jouer le prochain match et de le gagner. Éliminé au premier tour de la Coupe de la Ligue, l'US Gorée, furieuse contre l'arbitrage, après le pénalty généreux, n'a pas donné suite aux sollicitations de la presse. Estimé à 50 millions de francs CFA, le budget du 18e tournoi international de judo de Saint-Louis prévu les 18 et 19 mars prochains n'est pas encore bouclé, mais cela ne saurait tarder selon Amar Ao, président du comité d'organisation. Il ajoute que les participants vont bénéficier de l'expertise d'un vice-champion olympique suisse lors d'un stage qui se déroulera après la compétition. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. Nous sommes donc en plein dans les préparatifs. Bon, pour le budget, nous sommes, disons, à 60% donc de bouclage. Et nous pensons que d'ici, en tout cas, le jour J, nous allons boucler le budget. Il s'élève à 50 millions. Nous avons déjà l'appui donc du ministère des Sports, de la mairie de Saint-Louis, des institutions telles que l'IEMOA, la Conféges, la CEDEAO. Donc il reste maintenant les mécènes, les sponsors, et nous pensons, comme je vous ai dit tantôt, que nous allons boucler le budget d'ici l'organisation. Aujourd'hui, la Guinée, la Mauritanie, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Suisse, la France, voilà, ça c'est déjà des pays qui ont confirmé. Après les compétitions, nous aurons également un stage de haut niveau.
Et là, nous aurons un vice-champion olympique en la personne d'Eric Ouyani, un Suisse, 9e dan, qui sera là, en tout cas, pour un peu donner un peu de connaissance à nos combattants. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, Chartidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif.